Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cet épisode est le premier d'une série consacrée aux problématiques de formation pour des personnes déjà en activité dans le secteur qualité et plus largement dans le secteur tech. Ces épisodes sont publiés en août 2025, donc si vous les écoutez plus tard, le marché de l'emploi sera peut-être différent, mais le fond du sujet se veut intemporel, donc il est fort probable que ce qui se dit ici, aujourd'hui, et dans les 3 prochains épisodes de la série seront toujours pertinents au moment où vous les écouterez. Pas trop de blabla, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute! Aujourd'hui, on parle d'un sujet ultra concret. Se former, oui, mais quand et à quel prix? Parce que entre les deadlines, les sprints à rallonge et puis les incidents de prod, le temps de se former, ça devient un luxe. On va pas se mentir, se former, c'est attendu. C'est même essentiel pour rester pertinent, pour améliorer nos pratiques et faire mieux. Et oui, de nombreuses boîtes en France ont pris le sujet à bras-le-corps. Ils proposent la formation interne, il y a un budget CPF, des plateformes, du temps dédié dans la semaine, etc. Mais la réalité du terrain est parfois, même souvent, moins jolie que ça. Même avec une politique de formation affichée, le temps réel pour apprendre est grignoté par les urgences, les réunions, la dette technique, etc., etc. Donc les résultats, c'est quoi? C'est que les devs, les ops, les testeurs vont apprendre le soir ou le week-end ou pas du tout. Tout ça, ça a un coût silencieux. Cette pression informelle qu'on se met de devoir s'auto-former en dehors provoque un truc qui est insidieux. On va avoir une fatigue mentale, qui peut être chronique, une culpabilité de ne pas être à jour, un sentiment d'être à la traîne malgré tous les efforts qu'on fournit. Et ça ne touche pas que la personne en elle-même. Ça touche la qualité des produits sur lesquels on travaille tous au quotidien. Je prends l'exemple d'un développeur parce que c'est le plus parlant. Un dev qui n'a pas le temps d'approfondir un nouveau framework, de lire les bonnes pratiques ou de comprendre une architecture va livrer un code qui va fonctionner mais sans fondation solide. Et de la même manière, un testeur qui ne prend pas le temps de se former met directement en cause son employabilité. Parce que les choses vont très vite dans la tech, je pense que toutes les personnes qui écoutent cet épisode le savent. Bon, le constat est fait, mais si on essaie d'affiner un petit peu plus, on remarque, en tout cas personnellement j'ai remarqué, que tout le monde n'était pas touché de la même manière. Ceux qui vont trinquer le plus souvent, ça va être les équipes produits, parce qu'ils vont être sous une pression assez constante. Ça va être les techs, notamment en ESN, qui vont être coincés entre les missions et les attentes clients. Et puis, les juniors ou les autodidactes qui doivent prouver en permanence parce que derrière, ils n'ont pas forcément les diplômes ou la seniorité. Et même dans les environnements bienveillants, le problème reste le manque de temps de cerveau disponible. Ce qu'on oublie derrière la formation, c'est que se former, c'est pas juste cocher une case sur une plateforme. C'est prendre du recul, comprendre ce qu'on fait, s'améliorer et puis éviter de répéter les mêmes erreurs en boucle. Et ça demande du vrai temps, du temps protégé, du temps valorisé. C'est pas un bonus, c'est une condition presque sine qua non pour pouvoir bien bosser. Pour produire des livrables lisibles, maintenables et durables. Et ça, on l'oublie trop souvent. Et comme le dit l'adage, les bonnes choses prennent du temps, comme le meilleur bœuf bourguignon qui va prendre du temps parce qu'il faut qu'il mijote. Alors, si on regarde à l'étranger, en Allemagne, au Danemark ou même aux Pays-Bas, les formations sont parfois structurées comme du travail. C'est-à-dire qu'elles sont planifiées, elles sont suivies, elles sont parfois obligatoires avec des livrables concrets. On ne les case pas entre 2 tickets. Et j'ai l'impression, c'est qu'une impression, vous me direz si c'est le cas ou pas, ou si vous avez la même impression, c'est qu'en France, on n'est pas tout à fait sur ce format-là. On a la théorie et ensuite on a la pratique. Donc, ça ne veut pas dire que c'est mieux partout, mais c'est moins flou.
En fait, c'est ça. On manque peut-être de clarté en France sur le fonctionnement des formations quand on est en emploi. Et du coup, ailleurs, c'est moins flou et donc moins dépendant de la bonne volonté individuelle. Parce que, bien évidemment, il faut de la volonté individuelle pour se former. Alors, maintenant que je vous ai dit tout ça, la question, c'est pas est-ce qu'on propose des formations? La vraie question, c'est est-ce qu'on donne vraiment le temps et l'espace mental pour les suivre, les digérer et ensuite les appliquer? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que ça coûte à la personne et plus globalement à la qualité de nos produits? Voilà. Donc, ce sont des questions que je pose comme ça parce que je considère que c'est important de questionner parce que c'est comme ça qu'on avance, mais ce n'est que mon humble avis. Je n'ai pas de solution d'un point de vue, en tout cas structurel, mais si vous en avez, n'hésitez surtout pas à commenter. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast et sur Spotify. N'hésitez pas à commenter si vous avez des idées comme ça qui vous viennent. Le prochain épisode sera directement lié à celui-ci et il parlera de la course sans fin aux compétences. Si cet épisode vous a plu, vous me feriez super plaisir en l'envoyant à 1, 2 ou 3 personnes intéressées par le sujet. Le bouche à oreille est la meilleure manière de faire connaître un podcast, surtout si le contenu vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast pour être au courant de la mise en ligne du dernier épisode. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien.